va écouter le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui avait tenu des propos le 12 mars dernier à la mosquée, la grande mosquée de Paris, qui avait provoqué la polémique. Je ne crois pas qu'en portant le voile, avait-il dit, des enfants menacent de vivre ensemble. Il avait aussi dit qu'il fallait contribuer à mieux faire connaître l'islam et à le développer. Il est revenu sur ses propos hier au Sénat en assurant qu'ils étaient maladroits. Écoutons-le. Concernant la promotion de l'islam, c'est un propos maladroit, évidemment. Le ministre des cultes, il est là pour garantir que chaque fidèle puisse exercer, quelle que soit sa religion, puisse exercer son culte librement, sans entrave. Et c'est ce que je voulais dire quand j'ai parlé maladroitement de promotion. Voilà, je reprends ce terme bien volontiers. C'était très maladroit de ma part. N'oubliez pas quelque chose, Madame la Présidente, et vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Quand vous parlez de Laurent Nunez, on vous dit souvent qu'il est islamophobe. N'oubliez pas le combat que je mène. Il se justifie beaucoup, Louis Dragnel, là, Monsieur Nunez. Oui, Deux fois maladroit. Alors après, attendez. Faut avouer, à moitié pardonné, il s'excuse. C'est rarissime de voir des politiques s'excuser. Il l'a fait, dont acte, c'est très bien. Ensuite, faut quand même creuser un tout petit peu. C'est pas des propos maladroits en réalité, puisque à la réunion des préfets la semaine dernière, Laurent Nunez, donc chaque mois, il y a tous les préfets de France qui soit en visio, soit viennent physiquement au ministère de l'Intérieur, et il leur donne ses priorités, les directives, voilà. Et il a assumé devant les préfets la question, enfin ses propos sur le voilement des fillettes, les propos qu'il avait tenus à la Grande Mosquée de Paris. D'ailleurs, ça avait fait bondir un certain nombre de préfets, et certains d'entre eux avec qui j'ai pu échanger, et qui m'ont dit qu'ils avaient été assez choqués par ça. Et le lendemain, j'ai lu dans un grand journal qui s'appelle Le Figaro, il y avait un article qui racontait que Emmanuel Macron, l'Élysée, était un peu énervé parce qu'il mettait dans la bouche des mots d'Emmanuel Macron qu'Emmanuel Macron n'avait aucune envie d'assumer, qu'il n'a pas prononcé. Donc développer... Notamment sur le fait qu'Emmanuel Macron soutient la promotion, le développement de l'islam en France. Et donc, à la suite de ça, c'est surtout l'Élysée qui est intervenu pour demander au ministre de l'Intérieur de rectifier, de corriger un peu le tir. Alors, Madame Ney, Madame Catherine. Je me suis toujours demandé si M. Nunez, qu'on avait vu tellement obséquieux avec M. Retailleau, M. le ministre d'État, là, s'il parlait de cette manière et s'il citait le président de la République, s'il n'avait pas, au contraire, le feu vert du président de la République. Et donc, c'est une question qu'on peut se poser, que s'est posée d'ailleurs le GDD, et donc qui était crédible parce que ce n'est pas le genre à prendre tout seul des initiatives. Et donc, comme il a vu que ça faisait un peu de chahut et que le propos n'était pas passé inaperçu, je pense qu'il y a une rectification qui est faite et qui fait paraître, évidemment, comme le ministre dit qu'il dit ça parce qu'il avait peur qu'on dise parce qu'on dit qu'il est islamophobe, c'est bien la seule chose qu'on ne dit jamais de lui. Et donc, je ne sais pas, c'est quand même... Ça pose des questions non résolues. C'est très étonnant parce que Laurent Nunez n'est pas n'importe qui. Il a été ministre, il a été préfet de police, il était responsable du renseignement en France. Il connaît parfaitement tout ce qui se passe autour de l'islam radical, etc. Bon. Donc les propos, c'est peut-être une manière à lui de se dédouaner vis-à-vis des musulmans, peut-être. Bon. Ça arrivait juste au moment des élections, où la présence quand même dans certains quartiers de l'islam radical, des frères musulmans qui étaient sur les listes, etc., n'est pas passé inaperçu avec tous les commentaires qu'il y a pu y avoir après. Donc, et puis c'est quelqu'un d'intelligent. Donc quand il dit je m'excuse, bon, il s'excuse parce qu'il a bien compris qu'on lui a dit qu'il fallait s'excuser. Mais je pense que c'était des propos qui étaient voulus, assumés, et qu'il pense quelque part. Quand il parle des petites filles, après il fait juste rappeler que c'est légal. Aujourd'hui, de plus en plus de musulmans voilent leurs enfants très tôt, en toute légalité. Il n'est pas interdit en France. Ce n'est pas interdit, voilà. Effectivement, ce n'est pas interdit. C'est pas interdit. Non, mais c'est le fait de le dire à la Grande Mosquée en tant que ministre des cultes. Je suis d'accord. Alors que le sujet est ultra sensible dans l'opinion publique et dans la classe politique. C'est quelqu'un qui est tout sauf bête. Mais bien sûr. Mais est-ce qu'il... Et puis qui a porté un certain nombre de lois, d'ailleurs, assez fermes en matière de lutte contre le séparatisme, lutte contre le terrorisme. Moi, je crois que ça révèle surtout une grande hypocrisie de M. Nunez et de la classe politique en général. C'est-à-dire que face à l'opinion publique, parce qu'il sait quelle est l'opinion publique, il assume une semi-posture de fermeté en disant je ne l'ai pas fait exprès, c'était des propos maladroits. Et puis quand il est à la Grande Mosquée de Paris à la veille des élections municipales, il fait campagne et il fait du clientélisme. C'est ça la vérité. Et ce qui est plus grave, c'est que, vous l'avez dit, c'est quelqu'un
d'intelligents, qui a eu des postes importants, et ça montre, à mon avis, un déficit profond de vision, une vision qui est extrêmement dangereuse, parce que je crois que l'heure n'est plus à faire du clientéliste. Non seulement, je pense que le voilement des fillettes, c'est de la maltraitance pour des jeunes filles. Je rappelle que sur l'affaire du voile, on a perdu 15 ans entre l'affaire de Creil et le fait de légiférer. Si on avait gagné ces 15 ans, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Donc je pense qu'il faudra légiférer maintenant. Et ensuite, le plus grave, c'est quand il dit il faut faire la promotion de l'islam pour que les Français le connaissent l'islam. Et la vérité, c'est que les Français connaissent de plus en plus l'islam. Et la vérité, c'est que les Français veulent de plus en plus contenir ce qu'ils considèrent comme des expressions indésirables de l'islam et contenir la montée de l'islamisme, parce qu'ils ont vu que plus l'islam s'impose en France, plus l'islamisme s'impose aussi. Donc la seule question politique de l'heure, c'est comment justement endiguer cette islamisation rampante de certains quartiers et de la France. Donc il est à contre-pied total des Français. Et je pense par politique politicienne, parce qu'effectivement, il faut glaner des voix au moment des municipales. Il faut préparer la campagne face au Rassemblement national et donc apparaître comme centriste, comme gentil et pas faire les bons diagnostics. Catherine, dernier mot. Oui, puis le fait, comme ça, dans cette fête, de tutoyer le recteur de la mosquée comme si c'était un copain. C'était quand même une familiarité qui n'avait pas lieu d'être. Bon, voilà. Eugénie, dernier mot là-dessus ? Non, et en fait, ce qui me fascine, c'est on est là vraiment en même temps. C'est un peu comme quand on a nommé Pape Ndiaye et après Jean-Michel Blanquer, qui avait une ligne très ferme sur l'éducation, sur l'école, etc. Et après une ligne sur la laïcité beaucoup moins ferme. Là, on a l'impression qu'à Bruno Retailleau succède quelqu'un qui n'a pas forcément la même ligne directrice, la même droiture et les mêmes principes. Alors, il a sans doute une droiture. Non, une droiture, je parle dans les principes. Droiture. Non, pas morale. Il se construit en opposition à Bruno Retailleau. Il se construit en opposition et en fait, sur des sujets aussi cruciaux, il faudrait qu'il y ait une continuité dans les principes et une ligne claire du gouvernement. Et là, effectivement, on ne peut pas se permettre en même temps sur des sujets aussi importants pour la France. Peut-être rapidement, enfin. Laurent Nunez, il est obnubilé aussi par le fait de ne pas avoir d'attentat en France. La première décision, ou une des premières décisions qu'il prend une fois qu'il est nommé après Bruno Retailleau, c'est de partir en Algérie. C'est de renouer très vite avec les Algériens, le lien avec les services. On ne peut pas vivre sans cesse dans la menace, renoncer à tous nos principes dans la menace. Mais on voit bien qu'il passe des messages. gagner les terroristes. Mais il passe des messages un peu partout à certains régimes et à certains réseaux en disant. D'accord, mais en fait, l'Algérie, on vivra sans cesse dans la menace d'attentats si on doit renoncer à tout pour ça. Non, mais l'Algérie a quand même demandé la levée de 92 interdictions administratives de territoire pour des gens qui ont été condamnés par la France pour des crimes et délits, donc de nationalité algérienne. L'Algérie a demandé la réhabilitation, la restauration de l'agrément pour tous les consuls d'Algérie en France qui avaient perdu leur agrément, qui avaient été retirés par Gérald Darmanin, puis par Bruno Retailleau. Mais ça n'a pas été accordé. Et l'Algérie a aussi demandé à ce que la France livre les opposants au régime algérien présents sur le territoire français, c'est-à-dire les Kabyles. Donc, en particulier le président. Moi, ce genre de visite, normalement, quand on va voir quelqu'un, c'est quand même pour essayer d'obtenir quelque chose. Là, la difficulté, c'est qu'il est revenu les mains vides. Oui, il n'a pas été voir Christophe Glaise. Et aujourd'hui, dans la presse algérienne, on critique beaucoup le voyage d'Emmanuel Macron qui va visiter le pape, parce qu'on pense qu'il va essayer d'intervenir auprès de lui pour que la libération de Christophe Glaise, ce que le pape avait envisagé de faire. Donc là, les journalistes qui ne sont pas les journalistes algériens libres comme il y a 20 ou 25 ans et qui parlent sous commande, eh bien là, on voit que ce voyage est très, très décrié par la presse. Et on va voir aussi si Emmanuel Macron amène avec lui le recteur de la mosquée de Paris, qu'il avait amené à Rome, parce qu'il l'avait amené pour les obsèques du pape François. On va avancer, on va évoquer la guerre en Iran avec à l'instant une annonce du ministère de l'Agriculture, 20 millions d'euros d'exonération de cotisations sociales pour les agriculteurs en difficulté. C'est une des réponses, évidemment, à la crise énergétique, mais pas seulement d'ailleurs, crise des engrais qui frappe les agriculteurs relative à cette guerre en Iran. Et il y a aussi la question des carburants. On va écouter le ministre de l'économie, monsieur Lescure, Roland Lescure, qui annonce une baisse, prochaine, on ne va pas dire rapide, des prix à la pompe. Les prix, ils sont connus. On va
à partir de demain, mettre en ligne également les approvisionnements pour s'assurer que les stations qui sont en rupture, nos concitoyens puissent le savoir, que s'il y a une station qui est pas très loin, qui elle a du gasoil ou du diesel, qu'on puisse aller les chercher. Transparence absolue, la concurrence doit jouer en plein et la responsabilité des filières. Le gouvernement a fait sa part du travail en libérant des camions, en s'assurant que l'essence circule, en contribuant aussi diplomatiquement à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, en libérant des stocks stratégiques, à chacun de faire son boulot. Voilà, ça c'est le ministre de l'économie. On va écouter Francis Pousse, lui, qui est le président national des distributeurs de carburant, qui est beaucoup moins optimiste. Autre version. Si on réussit à avoir une baisse durable ou une stabilisation à la baisse de ce fameux Platts, on pourra immédiatement répercuter dès qu'une station sera livrée, parce que selon la typologie de station, il n'y a pas forcément des livraisons tous les jours, on pourra répercuter cette baisse. J'aurais aimé être plus optimiste et confirmer les $1 250 de baisse comme hier. Malheureusement, c'est le prix du marché. Je rappelle que le gasoil en Europe, on en importe 50%. Or, on a plusieurs pays, dont la Chine, dont le Japon, qui ne sont plus approvisionnés en produits raffinés depuis le détroit d'Ormuz. Et donc, il y a une espèce de concurrence sur l'accès au prix du gasoil, ce qui fait ce problème de prix intense sur le gasoil. François Pupponi, j'ai été un peu optimiste tout à l'heure en disant c'est une bonne nouvelle, il y aura une baisse rapide. Visiblement, c'est pas tout à fait ça. Hein. Non, mais ce que dit Jean-Paul est logique, c'est-à-dire c'est le jour où on rachète, où les stations rachètent le pétrole, l'essence moins cher, ils vont répercuter. Mais là, ce que les Français ne comprennent pas, c'est que le prix augmente du jour au lendemain dans les stations. Oui. Quand ça augmente, bien sûr. ça va vite. Bien que la station ait acheté l'essence à un prix inférieur. Là, la répercussion est immédiate. Puis là, on nous dit, mais c'est normal, on va baisser le prix le jour où on achètera moins cher nos propres carburants. Et on peut le comprendre. Mais il faut que ça soit dans l'autre sens. Hein. Quand ça a flambé, les cuves étaient encore pleines dans beaucoup de stations, ils l'avaient acheté à un prix moins important. Et ça, les Français ne le supportent plus, parce qu'ils comprennent bien qu'on les prend un peu pour les dindons de la farce. Oui, puis surtout que c'est le gazole qui est maintenant le plus cher. Le plus cher. Avant, c'était 2,50 €. Voilà, bon. On va, je ne sais pas si nos envoyés spéciaux en Israël sont prêts, mais Régine Delfour et Charles Baget sont à Tel Aviv. Bonsoir à tous les deux. On a appris dans l'après-midi que Benjamin Netanyahou demandait l'ouverture de négociations directes avec le gouvernement libanais. C'est bien cela, Régine. C'est important, c'est une avancée, évidemment. Oui, c'est cela, Laurence, et on peut parler d'un virage à 180 degrés, puisque ce matin, sur ce compte X, Benjamin Netanyahou donc, a réaffirmé qu'Israël frappait avec force, précision et détermination le Hezbollah, que quiconque mettait en péril la vie des civils israéliens serait touché. Et puis là, on apprend que hier soir, à son cabinet, avec son gouvernement, il aurait donné donc l'ordre d'entamer des négociations avec le Liban, notamment sur la demande donc de Joseph Aoun, le président libanais. Alors on sait, Laurence, dans les coulisses, que c'est Donald Trump qui a fait pression, puisqu'on savait que ces frappes intensives sur le Liban pouvaient faire capoter les négociations en Iran. On sait aussi que Witkoff a encore fait pression sur Benjamin Netanyahou. Mais ce que je peux vous dire, Laurence, c'est qu'ici en Israël, il y a ceux qui disent mais c'est pas possible. En fait, on n'a pas vécu 40 jours pour cela, pour que dans quelques années, quelques mois, ça recommence. Et puis il y a d'autres qui nous disent en fait, on n'y croit pas du tout. On sait que c'est encore un coup de bluff de Benjamin Netanyahou, puisque le gouvernement libanais, il y a plusieurs mois, s'était engagé à désarmer le Hezbollah, qui n'avait pas réussi, et qu'il est hors de question que le Hezbollah reste une menace pour Israël. Merci beaucoup, Régine Delfour, Charles Baget, François Pupponi. Très difficile, effectivement, de désarmer le Hezbollah. Le gouvernement libanais n'a pas réussi. Ils n'ont pas pu. On n'y arrive pas. Là, les Israéliens ont fait un travail énorme sur les responsables du Hezbollah depuis plusieurs mois, en tuant beaucoup, mais on voit bien que le Hezbollah est toujours présent et continue à tirer des roquettes. Là, ils ont tenté les derniers jours, les dernières minutes, de continuer les bombardements pour essayer de gagner le plus de place possible. Et puis, ils sont au sol. Les forces spéciales israéliennes sont au sol avec l'armée israélienne pour essayer d'aller trouver les poches où sont les gens du Hezbollah. Mais on ne les a pas désarmés. Donc, ce qui veut dire, et là, les Israéliens et Benjamin Netanyahou est en difficulté parce qu'on dit, voilà, ça fait des mois qu'il nous fait faire la guerre. Bon, on a eu Gaza, maintenant on a le Liban, et le résultat n'est pas là. Bien sûr. Et à l'instant, le Liban demande un cessez-le-feu, évidemment, avant des négociations directes avec Israël. Louis de Ragnel, ça paraît évident qu'ils ne peuvent pas engager des négociations s'il n'y a pas de cessez-le-feu. Oui et non, parce que parfois on peut discuter alors qu'on continue de combattre. Non, ce qu'on voit juste, c'est que Israël a saisi une fenêtre d'opportunité historique pour se dire
on va essayer d'éradiquer définitivement le Hezbollah. Manifestement, enfin c'est pas manifestement, c'est Donald Trump maintenant veut sortir de ce bourbier-là. Israël n'a pas terminé ce qu'il voulait faire, mais ce qui est vrai, c'est que de l'autre côté, il y a un effondrement de l'État libanais, il y a des conséquences humanitaires qui sont catastrophiques. Et honnêtement, c'est très très difficile d'imaginer un avenir pour le Liban aujourd'hui. C'est un pays qui ne s'était toujours pas remis de l'explosion dans le port de Beyrouth. C'est un pays qui enchaîne, qui cumule les crises sans cesse, sur fond de crise politique, sur fond de corruption endémique, sur fond d'économie évidemment qui ne peut pas se développer, et avec la communauté internationale qui fait quand même beaucoup de promesses et qui derrière ne sont pas des promesses qui sont honorées.